7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Nicolas Devilliers, vous êtes président du Puy du Fou, cet immense parc qui raconte et romance l'histoire de France. Et je voudrais amorcer cet entretien en évoquant l'Oscar que vous avez reçu à Hollywood, l'Oscar du meilleur parc du monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette récompense ? C'est une récompense qui nous a été donnée par un jury, qui est un jury essentiellement américain, mais qui est en fait aussi composé de quelques membres internationaux, et qui parcourt le monde pour voir des centaines de spectacles, et notamment tout ce qui peut se faire en termes d'innovation dans le monde du spectacle. Et le Mime et l'Étoile, qui est notre spectacle, celui que nous avons créé il y a maintenant un an, a été vu par ce jury de manière anonyme, et ils nous ont annoncé donc que nous étions nominés dans un premier temps, et puis ils ont insisté, disons, avec courtoisie, pour que nous soyons présents lors de la cérémonie de remise des awards qui avait lieu au Dolby Theatre, c'est-à-dire à Hollywood, là où a lieu également la cérémonie des Oscars du cinéma. C'est au même endroit que nous avons reçu cet Oscar. Et c'est la première fois que le Puy du Fou est récompensé à Hollywood ? C'est la première fois que ce spectacle est récompensé, mais nous avons déjà été récompensés à Hollywood dans d'autres catégories, pour d'autres récompenses, notamment celle du plus beau parc du monde. Donc nous avions déjà eu l'occasion de revêtir le smoking pour aller à Hollywood et recevoir l'Oscar. Et nous savons qu'en effet, les Américains, et notamment tous les gens du métier, comme on dit, c'est-à-dire les gens du spectacle, sont vraiment très friands de ce que le Puy du Fou propose. Alors vous parliez justement du Mime et l'Étoile, c'est votre dernier spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce spectacle ? C'est un spectacle qui, comme toujours au Puy du Fou, propose un voyage dans une nouvelle période de l'histoire de France, et c'est l'époque qui finalement manquait peut-être dans l'ensemble de la marqueterie du Puy du Fou, c'est la Belle Époque. La Belle Époque, c'est, vous savez, cette période un peu bénie, juste avant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle la France va inventer le cinéma, l'aviation, inventer aussi la mode, va inventer énormément de choses qui vont faire progresser l'humanité tout entière. C'est aussi l'époque des grands médecins, de Pierre et Marie Curie. C'est une période dans laquelle aussi le cirque est à son apogée. Le monde n'a pas la télévision, et donc c'est le cirque qui permet de voir des choses extraordinaires. Et nous avons rassemblé tous ces ingrédients que je liste là de manière un peu mathématique, mais nous les avons rassemblés dans une histoire. Et cette histoire, eh bien, elle se passe sur finalement un tournage de cinéma, au moment où le cinéma est encore noir et blanc et muet. Et le réalisateur de notre histoire, il a un rêve, c'est que le cinéma devienne parlant et coloré. Et pour que ce rêve se réalise, il est convaincu qu'il faut que l'actrice et l'acteur de son film s'aiment d'un amour sincère et réciproque. Voilà ce qui a inspiré Le Mime et l'Étoile, qui est un spectacle dans un théâtre construit spécialement, comme toujours au Puy du Fou, construit sur mesure, avec 2000 spectateurs par séance. Ce spectacle est joué jusqu'à 8 fois par jour. Et ce qui est assez exceptionnel dans ce spectacle, c'est que vous parvenez à recréer une dimension noir et blanc, un décor en noir et blanc. Oui, tout l'enjeu artistique, c'était de plonger nos spectateurs dans cet univers du cinéma noir et blanc. Et donc, à partir du moment où un réalisateur lance l'action même du tournage, il fallait qu'on plonge dans cette colorimétrie très particulière. Et ça, c'est réalisé sans trucage, au sens où le spectateur n'a pas besoin d'avoir des lunettes, vous savez, comme au cinéma 3D. Il n'y a pas de filtre pour le spectateur, pour l'œil du spectateur. Sinon, l'ensemble des ingrédients techniques que nous avons conjugués pour permettre cette impression vraiment très forte de basculer dans un monde noir et blanc. Alors le Puy du Fou aujourd'hui, ce sont, il me semble, 55 hectares environ, c'est plus de 2500 bénévoles, une vingtaine de spectacles, une hôtellerie qui se développe avec aujourd'hui 6 hôtels. C'est devenu une destination incontournable avec 2,5 millions de visiteurs en 2023. Comment ça s'explique un tel succès, sachant qu'on n'est pas dans un parc d'attractions, on y va pourquoi au Puy du Fou ? On va au Puy du Fou sans doute parce que on vient y prendre un bol de fraîcheur d'abord, une émotion qui se construit à partir d'histoires qui sont profondément universelles. Ensuite, on vient au Puy du Fou parce que on y retrouve la France, on y retrouve nos racines, mais qui sont présentées de manière légendaire. C'est très important de comprendre que le Puy du Fou, c'est une œuvre artistique. Ça n'est pas un livre d'histoire au sens scientifique du terme. Nous sommes des artistes et non des scientifiques. Et donc, c'est un voyage dans l'histoire de France
à travers les grandes figures, les grands moments de l'histoire de France, qui, pour beaucoup, sont représentés dans des spectacles qui, à chaque fois, finalement, eh bien, nous présentent un des visages de la France. Et je crois que ce qui fait la force du Puy du Fou, c'est que dans l'inconscient collectif, eh bien, on a vraiment ce désir de retrouver nos racines, mais d'une manière qui est adaptée à l'œil contemporain. Et c'est pour ça que le Puy du Fou a inventé un langage artistique qui emploie aujourd'hui 3850 personnes salariées, en Mhm. plus des 4300 bénévoles. Ah oui, Je me permets de le dire, je rectifie vos ah oui, chiffres qui étaient un effectivement. peu datés. Et donc, en effet, nous avons un développement du Puy du Fou. Nous connaissons un développement du Puy du Fou qui est assez fulgurant Mhm. parce que nous avons pu nous développer notre concept, notre modèle artistique dans d'autres pays, et spécialement en Espagne, nous avons Oui. créé un parc. Et voyez comment, finalement, le modèle du Puy du Fou a démontré son caractère universel. Justement, j'allais y venir, ce parc, ce nouveau parc en Espagne, à Tolède, créé en 2021. Vous racontez l'histoire de leur pays cette fois. Comment ça s'est passé? C'était une commande de l'Espagne? Non, c'est pas une commande. Non, non, c'est le Puy du Fou est une entreprise qui je veux dire, tient en main son destin. Et donc, nous faisons des choix qui sont les nôtres, qui nous appartiennent. Nous sommes indépendants. Nous Mm. avons choisi l'Espagne parce que l'Espagne a une histoire très riche, parce que nous avons une affection particulière pour ce pays, comme pour beaucoup d'autres pays d'ailleurs, mais il fallait faire un choix à ce moment-là. Et c'est Tolède qui a été pour nous l'élu de notre cœur, parce que Tolède, c'est la capitale historique de l'Espagne. Mm. C'est un pays qui a aussi, par la proximité de Tolède et Madrid, précisément, nous permettait un accès facile au parc du Puy du Fou en Espagne, qui s'appelle Puy du Fou España. Et donc, nous avons aussi eu les conditions, je dirais, du succès, avec un accueil qui a été très favorable de la part des Mhm. Espagnols, de la part des autorités espagnoles notamment. Donc tout ça je dirais, côte à côte, ça nous a permis de nous lancer dans cette aventure-là en étant nous-mêmes les propriétaires du terrain sur lequel nous avons construit notre parc. Et c'est un succès aujourd'hui puisque nous avons 1 100 000 visiteurs dès la troisième saison Ah seulement. ouais. Il nous aura fallu au moins 25 ans pour parvenir à ce chiffre au Puy du Fou, patiemment. Eh bien, à Puy du Fou Espagnol, nous avons mis 3 ans pour atteindre ce record de fréquentation, ce qui fait que le Puy du Fou accueille aujourd'hui, entre son parc français et son parc espagnol, 3,7 millions de visiteurs. Bravo. Et vous envisagez de développer d'autres projets dans d'autres pays, ou sans spoiler évidemment? Bien sûr, bien sûr. À l'heure où je vous parle, je reviens tout juste de l'aéroport, car nous sommes en ce moment en train de regarder et de discuter avec beaucoup de pays la possibilité d'installer un Puy du Fou. Notre force aujourd'hui, c'est que notre réputation, ce que nous avons bâti, démontre que le Puy du Fou peut vraiment créer beaucoup plus que simplement la richesse économique que peut créer un parc. Il peut créer vraiment une richesse sur le plan de la fierté, d'une fierté rayonnante qu'on peut redonner à des peuples qui finalement peut-être la recherchent et qui l'ont dans leur histoire, mais qui méritent d'être réveillés d'une manière poétique et d'une manière émouvante, d'une manière touchante. Et c'est ça la force du Puy du Fou. Donc en effet, il y aura d'autres Puy du Fou dans d'autres pays dans le monde. Je vous en fais la promesse, même si je ne peux pas encore vous révéler quels Oui. seront ces pays. Je peux simplement vous dire que nous sommes aujourd'hui sur le point d'ouvrir notre premier spectacle en Asie, en Chine, dans la ville de Shanghai, où nous aurons la joie d'inaugurer d'ici quelques semaines l'ouverture de ce premier spectacle. Excellent. On va suivre ça avec attention. Alors, on revient en France. Évidemment, le Puy du Fou se développe en permanence. Grosso modo, vous inaugurez un nouveau spectacle tous les combien? Tous les ans? Tous les ans, à Ouais. plusieurs nouveaux spectacles, parce que vous savez, là, nous sommes en train de préparer, comme nous l'avons fait pour cette année, mais pour les années suivantes, des spectacles en Espagne, renouvellement aussi de notre spectacle dans certains pays, comme par exemple les Pays-Bas, des spectacles qui pourront évoluer dans l'avenir. Nous avons aussi en France des nouveaux spectacles en préparation. Donc, en fait, ce sont plusieurs nouveaux spectacles qui voient le jour chaque année, que ce soit en France, en Espagne, parfois aux Pays-Bas, ou bien, comme je le disais, dans quelques semaines en Chine, et Mm. puis dans d'autres pays à venir.
Nicolas de Villiers, le Puy du Fou est né il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, dans les ruines d'un château. Il est né d'une rencontre entre votre père Philippe et l'histoire de ces pierres. C'est vraiment une histoire d'amour, je pense qu'on peut le dire. Vous avez pris le relais, vous êtes un entrepreneur hors pair. Au-delà de ça, est-ce qu'il faut être comme Philippe de Villiers, votre père, un amoureux de l'histoire de France et de la Vendée en particulier, pour créer de tels spectacles, de tels récits? Parce que on a parlé de la partie technique tout à l'heure, mais il y a clairement un supplément d'âme dans vos créations. Il faut être un passionné d'histoire, oui, clairement. Et c'est vrai que mon père, à la fois par sa création, en créant le Puy du Fou, et par ce que j'ai eu la chance de recevoir de ce qu'il m'a transmis, eh bien, il m'a notamment sans doute donné l'amour de l'histoire. Et il faut être un passionné d'histoire, mais il faut être un passionné aussi d'histoire avec un S, c'est-à-dire avoir le goût du récit. Mm. Ce qui est intéressant dans l'histoire avec un grand H, ce sont les histoires avec un petit H, c'est-à-dire tous ces héroïsmes qui peuvent justement jaillir du tableau historique que nous avons sous les yeux s'agissant de notre propre pays. Et ce sont ces héroïsmes-là, parfois célèbres, parfois anonymes, qui sont autant de sources d'inspiration merveilleuses pour notre temps. Et donc moi, je ne crois pas à être un passionné d'histoire comme un rat de bibliothèque, pardonnez-moi Mm. l'expression caricaturale, mais plutôt comme quelqu'un qui a la soif de transmettre et de répandre véritablement cet amour de l'histoire, parce qu'on s'aperçoit que l'histoire est surtout dans notre pays, la France, est un moyen formidable de redonner une espérance et de montrer que dans les situations les pires, dans notre histoire qui en a été bien souvent traversée et bouleversée, eh bien, nous avons toujours un héros qui est un homme, qui est une femme, qui tout à coup jaillit, s'extrait de la masse et montre un chemin inattendu. Et c'est là que le héros sauve, et c'est en cela que nos spectacles ont peut-être une vertu qui est celle du baume qu'on passe sur le cœur de nos visiteurs, en leur montrant que même dans les situations les plus dramatiques, les plus désespérées, eh bien, il y a toujours la possibilité d'un héroïsme. C'est très beau. Nicolas de Villiers, vous avez, enfin le parc, le Puy du Fou, a souvent été victime d'accusations. On vous le disait tout à l'heure, enfin non, vous en parliez de falsification de l'histoire. On disait que vous parlez de légendes. Certains journalistes, certains historiens ou pseudo-historiens vous disaient non, non, vous vous réappropriez l'histoire. D'abord, est-ce que ça a représenté un danger pour le Puy du Fou, ce type d'attaque, même s'il n'y a rien de juridique, ce sont des mots, mais ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça vous a permis aussi, vous, de redire quel était le but du Puy du Fou? Non, ça ne présente aucun danger. Oui. C'est le fait de groupuscules d'universitaires qui, en fait, rêveraient sans doute légitimement de voir leur vision des choses, parfois tout aussi engagée, Mm. eh bien, qui rêveraient de voir cette vision-là mise en scène. Et quand eh bien, nous avons le succès que nous avons aujourd'hui, peut-être que ce succès, comme toujours en France, dérange, mais vous savez, dans tous les domaines, dans tous les champs d'action, lorsque vous avez du succès, nul n'est prophète en son pays, et donc vous êtes critiqué. Le fait est que c'est un phénomène qui finalement touche toute œuvre artistique. Toute œuvre artistique est un regard porté sur un fait ou sur, je dirais, une expression de la nature. Par exemple, vous mettez 1000 poètes devant le même coucher de soleil, vous aurez 1000 poèmes différents. Et Mm. pourtant, c'est bien le même coucher de soleil. Donc, la façon de mettre en scène l'histoire est forcément une façon dans laquelle l'artiste va mettre une part de lui-même. Nous sommes incarnés et nous sommes fiers d'être incarnés. Comme toute œuvre, il y a en France une gastronomie extraordinaire. Chaque chef tous les chefs étoilés, aussi étoilés soient-ils, ont tous distinctement leur propre personnalité et vont traiter le même ingrédient de cuisine d'une façon tout à fait différente d'un restaurant à l'autre. Vous voyez comme Mm. on peut appliquer cette règle à toute forme de création. Et donc lorsque vous créez, en effet, vous repoussez des limites qui parfois dérangent ceux qui voudraient rester peut-être engoncés dans un monde un peu poussiéreux. Non, je crois que le faux est justement une nouvelle forme d'expression. C'est un art populaire et souvent
dans les élites universitaires, l'art populaire dérange, on préfère l'art contemporain avec toutes ces formidables fulgurances plastiques qui généralement ne mènent pas à grand-chose. Mais chez nous, au Puy du Fou, nous préférons au groupuscule eh bien, l'immense foule joyeuse, heureuse de vivre ensemble des retrouvailles. Vous savez, on dit qu'un spectacle a du souffle. En tout cas, c'est la définition que je propose. Lorsque sur une même tribune, eh bien, vous avez des gens qui sont des individualités qui ne se connaissent pas et qui sont assis les uns à côté des autres et qui tout à coup vibrent ensemble pour la même cause et embrassent finalement ce qui est la cause du héros. Et c'est là que le spectacle alors a un souffle, lorsqu'il y a cette alchimie étrange qui fait l'unité entre la scène et la tribune. Et ça, c'est une chose magnifique, rare, et c'est cela qui fait que le Puy du Fou a du succès, et c'est cela qui est peut-être aussi difficile à trouver que ceux qui n'y parviennent pas voudraient bien nous rejoindre. C'est peut-être le sens de ma petite critique, mais qui ne sont pas très graves et pas bien méchantes. Mais écoutez, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup Nicolas Deveillé d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous y croiser cet été. En tout cas, l'équipe de Ligne Droite se rendra au Puy du Fou cette année. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.